Doom, sorti en 93, est un des jeux vidéo les plus importants de toute l'industrie et du monde du jeu vidéo. Donc, en ce moment, on le connaît surtout grâce à tous les mèmes qui disent qu'on peut tourner Doom sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quelle machine, sur un frigo, sur un micro-ondes, sur tout n'importe quoi. Mais Doom, même à l'époque, c'est quand même un jeu vidéo qui était très important et qui a influencé toute une génération de développeurs de jeux vidéo. Il y a plein de FPS, même de nos jours, qui sont encore inspirés de Doom. Donc il y a un concept qu'on appelle les Doom-like. Les Doom-like, c'est des jeux vidéo qui sont très inspirés par Doom, qui sont voilà, graphiquement, ils sont voilà, avec un style un peu rétro, et même dans les mécaniques, des fois, ça reste quelque chose de très similaire. Donc certains Doom-like, les plus connus, ce seraient Heretic, Exen, Duke Nukem, et puis Wolfenstein 3D. Même si Wolfenstein 3D est sorti en 92 et Doom sorti en 93, donc voilà, il n'était pas inspiré, mais voilà, c'est quand même des jeux qui sont du même style. On appelle ça donc des Doom-like. De nos jours, il y a encore beaucoup de Doom-like qui sortent, et même des jeux vidéo qui utilisent des moteurs 3D modernes, comme par exemple Unity, Godot ou Unreal. Mais voilà, on reste toujours avec le même genre de jeu, un style vraiment similaire. Donc, si tu veux faire un Doom-like, il y a plein d'alternatives différentes. Tu peux choisir de le faire avec des mods, des outils pour faire des mods pour Doom. Donc voilà, tu utilises le moteur de Doom, mais tu ajoutes des mods, donc tu changes des graphiques, tu ajoutes ton histoire, des trucs comme ça. Ça, c'est très répandu. Il y a une communauté énorme sur Internet de gens qui font ça, qui font des mods pour Doom. Donc, même de nos jours encore, il y a des gens qui font des mods pour Doom. Donc ça, c'est une bonne solution. Mais il y a aussi d'autres solutions comme par exemple utiliser un moteur 3D comme Unity, Unreal ou Godot. Ça, je trouve que c'est, si tu veux faire voilà, quelque chose, pour que ce soit optimal au niveau productivité, c'est vraiment la meilleure solution parce que tu pourras avoir un rendu et puis voilà, c'est escalable, c'est scalable. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très facilement augmenter, mettre plus de maps, implémenter plein de nouvelles mécaniques au jeu, c'est très simple. Et en plus de ça, tu auras tout le confort de travailler dans un moteur de jeu moderne, donc tu auras énormément d'avantages. Et puis tu as une troisième option, c'est justement ce que j'ai fait là, c'est de le faire à partir de code from scratch, juste avec une librairie graphique et rien d'autre. C'est une librairie graphique, pas un moteur 3D, mais une librairie graphique. Donc pour ça, moi j'ai utilisé un langage, j'ai utilisé Python et j'ai utilisé une librairie graphique qui s'appelle Pygame. C'est une des librairies graphiques les plus importantes pour Python. Il y a plein de gens qui font des petits jeux vidéo indépendants et puis des interfaces graphiques avec ça. Si tu veux le faire en C++ ou en C++, tu peux utiliser une librairie graphique qui s'appelle SFML. J'ai déjà travaillé pas mal avec, c'est une très bonne librairie graphique pour faire ce genre de truc. En C, il y a d'autres alternatives, et puis en Java, pareil, il y a de très bonnes alternatives. N'importe quel langage de programmation, en fait, tu peux faire ça. Moi, j'ai choisi Python parce que c'est un langage qui est quand même vachement rapide à écrire, parce que voilà, la syntaxe est très facile et tout ça. Mais c'est le type de jeu que tu pourrais faire dans n'importe quel langage. Donc un petit fun fact, Doom n'a pas été fabriqué en assembleur. Il y a beaucoup de gens qui disent que Doom a été écrit en assembleur, mais c'est pas vrai, enfin, c'est une fake news. Doom a été écrit en C, c'est-à-dire que Doom sorti en 93, le vrai Doom d'origine, n'a pas été écrit en assembleur, mais il a été écrit en C. Donc lorsque j'exécute mon code, donc là, je suis dans main, j'exécute mon code, tout le menu, donc cette image-là, qu'on dirait une sorte de station spatiale sur Mars, je l'ai fait avec une intelligence artificielle qui s'appelle Stable Diffusion, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui font des alternatives avec Midjourney qui ont des résultats excellents. Donc voilà, ça c'est une jolie interface. Pour tout ce qui est éditer les photos, donc là par exemple ajouter le texte, recadrer, changer un peu la taille ou des trucs comme ça, j'utilise GIMP. GIMP c'est un très bon logiciel pour éditer les photos qui est open source et donc gratuit. Il y a énormément de gens dans le monde du développement de jeux vidéo indépendants qui utilisent GIMP. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent Photoshop parce que Photoshop c'est le logiciel pour éditer les photos. Mais bon, l'avantage de GIMP c'est qu'il est gratuit et open source. Donc là je fais press space pour passer le menu. Donc là c'est le deuxième menu. J'ai le bouton Start Game et Leave Game. Lorsque je fais Leave Game, bien évidemment le jeu se ferme. Et lorsque je fais Start Game, le jeu commence. Donc tout ce qui est animation du fusil à pompe, ça vient de Doom d'origine. Le chandelier vert avec l'animation aussi vient de Doom de base. Ce chandelier là, je crois qu'il vient d'un mod parce que tu vois qu'il est quand même vachement haute résolution par rapport au chandelier qui est quand même vachement pixelisé. Ça c'est du pixel art. Celui-là il est quand même plus réaliste. Donc ça je crois que ça vient d'un mod. Il n'est pas animé. Tout ce qui est graphique, donc le ciel étoilé, les murs, tous ces murs là, tous ces graphiques de murs et de ciel, et je l'ai fait avec Stable Diffusion, donc ça aussi c'est moi qui les ai fait. Les ennemis et les animations idle,
shooting, donc quand il tire et quand il bouge et tout ça aussi c'est les animations de Doom d'origine. Tu peux voir qu'il est quand même un peu pixelisé comme le vrai Doom. Pareil, l'animation une fois que le personnage est mort, c'est celle de Doom d'origine. Donc là j'ai vraiment implémenté que les mécaniques de base de Doom. Donc ça veut dire bouger, tirer, avoir les ennemis qui quand ils te voient, ils t'attaquent. J'ai implémenté un algorithme de pathfinding, donc d'intelligence artificielle pour que les ennemis, même quand ils te voient plus, ils te poursuivent. Donc tu vois, normalement ils vont venir, voilà, il y en a un qui vient là et un autre qui passe par l'autre côté. C'est-à-dire que lorsque les ennemis ils te voient, c'est pas parce qu'ils te voient plus qu'ils vont abandonner la course. C'est-à-dire qu'ils te voient, ils vont continuer de te poursuivre pour continuer de t'attaquer. Même si tu te caches, ils vont le chercher. Donc pour ça, j'ai utilisé un petit algorithme de pathfinding qui est très simple, enfin, qui est relativement simple à comprendre, et ça te permet justement de faire que les PNJ te poursuivent une fois qu'ils t'ont vu. Donc voilà, une fois que j'ai tué tous les ennemis, level cleared, press space to go back to main menu. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment la base du moteur d'un Doom-like. Tu peux bouger, tu peux tirer, les ennemis ils te voient, ils t'attaquent et surtout ils te poursuivent. Donc quand je parle de sprites, je parle de toutes ces images là qu'en fait ça représente un PNJ, un monstre, le pistolet, l'arme à feu du personnage principal, le chandelier qui bouge, toutes sortes de choses. Donc à la différence des textures, que les textures c'est des images carrées que je mets sur par exemple les murs, sur le ciel, sur le sol, toutes sortes de choses, les sprites c'est vraiment des images qui représentent quelque chose de spécifique. Donc là ça peut être un monstre, une arme à feu, même par exemple les points de vie qui sont en haut à gauche, c'est aussi des sprites, toutes sortes de choses. Donc les sprites, c'est très souvent dans les jeux vidéo qu'on retrouve des planches comme ça de sprites. En fait c'est une grande image avec toutes les variations différentes de l'animation et qui voilà en fond il y a une couleur, c'est souvent qu'on voit cette sorte de bleu turquoise parce que c'est une couleur qui revient très peu fréquemment dans les images. C'est-à-dire que tu vois le monstre il n'a pas de bleu turquoise donc c'est très facile de le découper du fond. Là c'est pareil, voilà, l'arme à feu, la main, la munition et tout ça, elle n'a pas de bleu turquoise donc c'est facile à découper. Donc une fois que tu as cette grande planche, tu peux faire deux choses différentes. Tu peux soit l'utiliser directement la grande planche, le mettre à l'intérieur, enfin bref, importer l'image à l'intérieur de ton code et puis la redécouper directement dans ton programme et enlever le fond. Ça j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui le font parce que comme ça il y a besoin de charger qu'une seule image dans tout le programme. Donc c'est plus léger, c'est plus facile de faire ça. Ou alors moi ce que j'ai fait c'est que tu peux prendre la grande planche avec le fond bleu turquoise, découper chacun des petits personnages, les découper et enlever le fond et faire une image indépendamment pour chacune des animations. Donc le sprite, si tu as un seul sprite, comme par exemple le chandelier tu vois, qui n'est pas animé, ça fait une image, un objet statique qui n'est pas animé. Et s'il y a plusieurs sprites, tu peux faire une animation comme par exemple là c'est l'animation du monstre rose lorsqu'il meurt, voilà, il explose. Et ben voilà. Dans le code, lorsqu'on veut changer l'animation d'un personnage, par exemple voilà, lorsque le personnage il meurt, tu vois qu'on va utiliser animate death, donc c'est une fonction qui permet d'animer lorsque le personnage meurt. Et ben on va utiliser death image. Comme tu peux voir, death image c'est un array qui a toutes les images de death qui sont justement dans le folder death. Donc là tu peux voir folder idle et là death, voilà, qui va exploser. Donc pour faire ça, pour animer, ce que j'utilise, c'est que j'utilise un petit morceau de temps, voilà, qui va utiliser les ticks du clock, donc de l'horloge interne de la machine. Et en fait, je vais dire voilà, l'animation, je veux que tu changes chacune de ces images là après tant de ticks de l'horloge. Et donc en fait, ça va faire que au fur et à mesure, l'animation va se dérouler en utilisant les sprites que je lui ai donnés. Donc quand je parle de sprites qui sont des sprites d'origine ou alors des sprites du jeu de mods, en fait c'est la seule différence, c'est que certains de ces sprites là viennent directement du jeu vidéo principal. Donc c'est à dire que voilà, ceux-là c'est ceux qui viennent du jeu vidéo d'origine, c'est les mêmes. Et les mods, ça veut juste dire que c'est un sprite qui a été fait par quelqu'un d'autre, c'est juste une autre image que j'ai rajoutée. Mais là tu vois, je mets un chandelier, mais tu peux très bien prendre n'importe quelle image que tu vois sur internet. Si tu veux mettre l'image par exemple d'une télévision, voilà, une télévision et le mettre dans le jeu, voilà, avec une publicité, je sais pas quoi, tu peux très bien le faire, c'est très facile. Tu peux l'ajouter comme ça. Donc tu vois, ça c'est la principale différence entre les textures et les sprites. Les sprites, la plupart du temps, quand j'utilise un sprite, c'est pour avoir un objet spécifique avec une animation. Donc là par exemple, tu vois, c'est le shotgun, il tire, après il recharge,
et après ça revient au moment principal où il est en idle. Donc ça c'est un sprite, il peut la plupart du temps c'est pour représenter un objet, ça peut être animé ou pas, mais c'est pour représenter un objet. Et la différence entre les sprites et les textures, c'est que la plupart du temps quand je parle de texture, je parle de quelque chose de statique et qui n'a pas vraiment de forme, c'est pas un objet. C'est-à-dire que voilà, c'est un mur en briques en métal, une sorte de grille, ou alors l'écran lorsque le PNJ, lorsque le personnage principal reçoit du damage. Bref, c'est une image comme ça que je peux utiliser pour remplir un espace, couvrir les murs et tout ça. Au contraire du sprite qui est plus un objet, c'est une entité. Après, suivant le software et suivant l'architecture que tu utilises, ça peut être très différent. C'est-à-dire que, par exemple, sur Unreal Engine, Unity ou plusieurs trucs, tu as un objet en 3D et l'image que tu as par-dessus, mais on parle en 3D, l'image que tu as par-dessus, on appelle ça une texture. Donc ça représente comme un objet. Donc voilà, ça dépend. Mais là, dans mon cas précis, dans ce moteur en pseudo 3D que j'ai fait, il y a une différence, vraiment une différence entre la texture et le sprite. Donc là on va jeter un coup d'œil au code source. Donc là c'est le document main, donc tout en haut j'ai tous les imports, donc j'ai besoin, voilà, donc import fichier algorithme, bouton, map, tout ça. En bas j'ai la fonction run. La fonction run, c'est si tu as déjà fait du développement de jeux vidéo from scratch, tu as probablement déjà vu cette structure là où c'est voilà la boucle principale, que c'est tant que le jeu n'est pas fermé, tant qu'on n'a pas fait escape, leave game, ou alors qu'on a fermé l'onglet, et ben le jeu tourne. Dans cette fonction là on n'a pas grand chose, on a juste 3 appels de fonction. Check events, donc les événements, lorsqu'on fait de la programmation orientée aux événements, ça peut être bouger une souris, cliquer avec un bouton de la souris, mouvement de la souris, le clavier, j'appuie sur une touche, tout ce genre de choses. Et ben ça c'est les events. Suivant les événements, et ben le jeu va faire différentes actions. Si je clique, je suis dans le jeu, le personnage va tirer par exemple. Update, et ben suivant ces événements là, et ben le jeu va prendre des décisions et donc il va changer suivant voilà, si le personnage il avance, et ben le jeu après il va montrer le personnage qui avance. Draw, c'est justement ça, c'est le moment, une fois qu'on a fait l'update, on montre à l'utilisateur en quoi le jeu tout l'environnement a changé suivant ce qu'il a fait. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui vont changer et qui ne dépendent pas de l'utilisateur. C'est-à-dire par exemple les PNJ qui vont le poursuivre ne dépendent pas des events de l'utilisateur, voilà, ils ne dépendent pas des inputs de la personne qui joue. Mais voilà, on va quand même montrer tout ça à l'utilisateur. Donc là après c'est un main assez normal, voilà, donc je crée tout ce qui est le screen, j'initialise pgame, ça c'est pas, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Une classe que j'aime beaucoup, une série de classes que j'aime beaucoup, c'est sprite object. Donc j'ai mis tout ça dans un dossier qui s'appelle dans un document qui s'appelle object.python. Donc dans ça j'ai sprite object que c'est l'objet de base, donc c'est un objet statique, c'est juste une image. Donc dans ce cas-là, par défaut, c'est le chandelier, mais tu peux mettre à peu près tout et n'importe quoi. N'importe quelle image que tu veux mettre, tu peux la mettre en tant qu'objet statique. Si tu veux mettre une caisse, un bidon ou n'importe quoi, ça sera un sprite object. Après, il y a une autre classe qui hérite de sprite object, que c'est animated sprite. Donc ça, c'est à peu près la même chose, mais la différence, c'est qu'il a une animation continue. Donc ça peut être par exemple le chandelier vert, donc comme tu vois la green light, donc le chandelier vert qui a la lumière qui vient un peu clignoter comme ça. Si tu veux faire je sais pas, par exemple un arbre qui avec le vent bouge un petit peu comme ça sera un animated sprite. La différence c'est que le sprite object il a qu'une seule image et que le animated sprite a un array d'images. Donc là tu vois images, les images, c'est un array qui a toutes les images avec lesquelles il faut qu'il va utiliser pour faire l'animation justement. Et une autre classe qui hérite de Animated Sprite, c'est Weapon, donc les armes, l'arme. Donc là dans ce cas-là, Weapon c'est quelque chose de très général, donc là par défaut c'est le shotgun. La seule différence, c'est la même chose que le Animated Sprite, mais en plus de ça, il a tous les avantages de l'arme à feu qui permettent de tirer et que le personnage voilà. Après, avec ça, tu vois que j'ai pas d'autres classes weapon, il n'y a que celle-ci et par défaut c'est le shotgun. Mais si je veux implémenter une nouvelle classe pour faire une arme à feu, faire par exemple un pistolet, je vais faire classe pistol. Elle va hériter de weapon et après je fais tout le reste de la classe. Blablabla.
Donc ça, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment la structure d'un moteur 3D. Mais tu vois que c'est très très simple d'implémenter une nouvelle classe qui hérite de toutes les autres classes qui sont déjà faites avant. Une autre classe très intéressante qui elle aussi hérite de Animator Sprite, c'est NPC. Donc tous les PNJ héritent de Animator Sprite parce que eux aussi ils ont voilà tous les sprites, c'est que les animations et tout ça. Évidemment, les PNJ ont plusieurs types de sprites, ils n'ont pas un seul array, ils ont plusieurs arrays. Ils ont Attack Image, que c'est lorsqu'ils attaquent, Death, lorsqu'ils meurent, Idle, lorsqu'ils n'ont pas encore vu le personnage principal, Pain, lorsque le personnage leur tire dessus, et Walk, lorsqu'ils sont en train de se déplacer. Donc ça, c'est le NPC par défaut. Par défaut, c'est le Soldier, donc tu vois, le seul que j'ai implémenté dans mon code. Mais tu peux, pareil que pour le Weapon, tu peux très facilement faire une autre classe qui hérite de NPC pour faire un ennemi en particulier. Donc là, j'ai fait une classe Soldier NPC, que c'est exactement le même d'ailleurs. Alien NPC que j'ai pas implémenté, comme tu vois là j'ai mis une image random que d'ailleurs j'ai pas encore implémenté, mais tu peux très facilement créer ton propre NPC en faisant une autre classe qui hérite de ça. Si tu veux faire, je sais pas, Predator, donc de Alien versus Predator, tu peux hériter de NPC, et après, pareil que les autres, def init et tout ça. Un autre fichier qui est intéressant, c'est algorithme.python, que j'ai, donc dans celle-ci, j'ai mis l'algorithme de raycasting et l'algorithme de pathfinding. Donc c'est deux algorithmes qui n'ont rien à voir entre eux, mais c'est des algorithmes qui sont très importants au niveau de... ils sont très importants, c'est vraiment les deux algorithmes les plus avancés et les plus définis. Voilà, c'est l'algorithme de pathfinding qui va utiliser un breadth first search. Donc c'est ça, dans ce cas-là, on lui donne un graphe, le graphe étant toute la map dans laquelle le PNJ peut bouger, et il va choisir voilà comment avec cette fonction-là, va justement choisir le chemin qu'il faut prendre pour arriver de la manière optimale jusqu'au personnage principal, et de ni rentrer dans un mur et non plus pas marcher sur un de ses compagnons. Voilà, s'il y a un ennemi qui avance là et l'autre qui avance là, la plupart du temps, le chemin optimal, c'est justement d'être tous les deux sur la même case, parce que voilà, c'est le chemin le plus court. Le problème, c'est que ça, après, on va avoir l'impression qu'il y en a deux qui sont superposés, enfin qui sont dans le même, et on veut qu'ils soient à côté, on veut pas qu'ils soient l'un dans l'autre. Donc ça permet aussi, je sais plus où est-ce que c'est. Not position, donc là voilà, on va lui demander que ce soit ni que la case elle soit pas visitée, donc qu'il ne revienne pas en arrière, et non plus que ce soit pas une case qui est déjà utilisée par un autre PNJ. L'algorithme de raycasting, c'est justement toute la magie, entre guillemets, la magie qui permet de faire que justement on utilise un environnement en 2D pour donner l'impression que c'est la 3D. Donc pour ça, en fait, c'est comme si on avait un environnement en 2D. On a un point, voilà, le point c'est le personnage principal, et on va faire plein de lignes qui en fait c'est des rays, donc des rayons. Raycasting, en fait, c'est littéralement jeter des rayons. Voilà, on va balayer l'environnement pour voilà, dans un environnement de dire qu'est-ce que le personnage, alors la première personne va voir, et après avec ça on utilise un algorithme de projection pour donner l'impression d'être dans cet environnement en 3D. On a une classe très très importante que c'est l'Object Renderer, qui va pareil voilà utiliser tout ce qui est les textures pour montrer à l'utilisateur. Une autre classe qui est très intéressante, c'est la classe map. Donc dans ce cas-là, je l'ai mis en haut, mais je pourrais très bien la passer en tant que, je sais pas, en tant que paramètre de getMap par exemple, et donc faire différents niveaux, dire que lorsque le personnage il interagit avec une porte, ça ouvre un autre niveau, tout ce genre de choses. J'ai aussi fait une petite classe bouton. Donc voilà, la classe bouton, c'est un bouton de base, donc c'est juste un rectangle avec un texte qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Start Game et Leave Game. Setting, c'est plein de constantes qu'on utilise au long de tout le programme qui vont servir pour res. Donc résolution, c'est la largeur par la hauteur. Sound, donc ça c'est tout le fichier de son. Donc il va y avoir le shotgun, quand le PNJ prend du damage, donc il va faire un bruit de pain, la musique et tout ça. Ça c'est pareil, c'est très très simple d'implémenter d'autres sons pour faire interagir lorsqu'une porte, on ouvre une porte, ou alors lorsqu'un bidon, tu sais, les bidons verts là dans Doom ils explosent. C'est très très simple d'implémenter un nouveau son. Une fois que ton moteur de jeu est fini, c'est très très facile d'ajouter d'autres mécaniques au jeu. Donc tu peux ajouter, je sais pas, par exemple une mécanique d'inventaire, une mécanique de ajouter de nouvelles armes au personnage. Voilà, il marche sur un fusil à pompe, il peut rajouter le fusil à pompe, un pistolet, un poing américain, un fusil plasma, ce que tu veux. Il y a énormément de modes sur internet
d'autres armes, donc ouais, c'était une carabine à levier sous garde, des épées, des tout et n'importe quoi, que tu peux très très facilement ajouter au jeu, du fait que une fois que tu as les sprites et que tu sais comment ajouter le fusil à pompe, ajouter d'autres sprites pour ajouter une autre arme à feu est très simple. Donc moi voilà, j'ai fait ce petit projet là surtout pour le challenge technique, parce que niveau production, voilà, pour développement c'est beaucoup plus facile d'utiliser un moteur 3D. Mais voilà, là c'est quand même un challenge technique qui est vachement intéressant, du fait que je travaille dans un environnement 2D, comme le Doom d'origine. Voilà, Doom d'origine, tu as déjà probablement entendu parler, que c'est de la fausse 3D, c'est-à-dire que c'est un environnement 2D qui utilise des algorithmes de projection et des algorithmes de raycasting pour donner l'impression d'être de la 3D. Et bah là j'ai fait exactement la même chose. J'ai utilisé une librairie graphique Pgame qui permet de travailler en 2D, mais en utilisant ces algorithmes-là, donc des algorithmes de raycasting et de projection, je donne l'impression d'être dans un environnement 3D. Dis-moi dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu utiliserais comme technique si tu voulais faire ton Doom-like, si tu utiliserais des mods pour modifier le jeu de base, si tu utiliserais une librairie graphique pour le faire from scratch à partir de zéro, ou alors si tu préférais utiliser un moteur 3D comme Godot, Unreal Engine ou bien Unity ou n'importe quelle autre alternative. J'espère que la vidéo t'aura plu, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, peut-être un autre projet comme ça from scratch, ou alors dans un moteur 3D, faire un mode pour Doom mais pour le Doom de base. Bref, dis-moi dans les commentaires. Laisse un petit pouce bleu à la vidéo, abonne-toi à la chaîne, et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!